Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les grands-parents maternels du petit Émile, laissés libres après 2 jours de garde à vue, aucune charge n'a été retenue contre eux. Même chose pour les 2 jeunes oncles et tantes du garçonnet qui avaient été placés en garde à vue le 25 mars pour homicide volontaire et recel de cadavres. La piste familiale, malgré tout, n'est pas encore refermée par la justice. Le petit Émile Soleil, 2 ans et demi, avait disparu le 8 juillet 2023 de la maison de vacances de ses grands-parents maternels, une maison située dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Et plus tard, des ossements appartenant à l'enfant ont été découverts au mois de mars 2024. Code Source fait le point sur l'enquête aujourd'hui avec 2 journalistes du service police-justice du Parisien, Ronan Folgoas et Damien Delceni, qui dirige ce service. Les personnes qui ont été placées en garde à vue ont été remises en liberté parce que tout simplement, à l'issue de ces gardes à vue et à la lumière de l'ensemble des éléments réunis, les charges n'étaient pas suffisantes pour conduire à une mise en examen quelconque dans ce dossier. Les gardes à vue, en tout cas les déclarations, désormais vont faire l'objet d'une analyse minutieuse et nous verrons si elles sont en mesure d'éclairer ou de privilégier d'autres pistes de travail. Conférence de presse du procureur de la République d'Aix-en-Provence, le jeudi 27 mars au matin. Damien Delceni, on va y revenir, mais on reprend d'abord le film des événements de ces journées importantes pour l'enquête sur la mort violente du petit Émile Soleil. Ces gardes à vue, elles avaient été programmées puis décalées. Programmées d'abord en raison de la découverte d'ossements du petit Émile. C'était il y a 1 an, le 30 mars 2024. Rappelez-nous ce qui a été découvert. Ce qui a été découvert par une promeneuse qui marchait sur un sentier en forêt moyenne montagne, à environ 2 km de l'endroit où avait disparu le petit Émile dans le hameau. Cette promeneuse, elle va découvrir un crâne humain. Elle va le porter à la gendarmerie et les gendarmes vont confirmer que ce crâne est bien celui du petit Émile. Ils vont donc retourner sur le site et ils vont découvrir d'autres ossements, mais très peu, pas la totalité du squelette du petit Émile, quelques ossements notamment des jambes, et ils vont découvrir à quelques mètres de ces ossements une partie des vêtements également que portait Émile, et notamment un t-shirt. Et le procureur de la République, Jean-Luc Blachon, a donc donné des précisions sur ce point, sur cette découverte. Oui, alors c'est plus que des précisions, ce sont de véritables révélations, de véritables nouveautés. Grâce à l'appui d'expertise scientifique, on est en mesure aujourd'hui de dire que ce corps, il n'a pas séjourné très longtemps à cet endroit, qu'en fait ces ossements ils ont été déposés après avoir été stockés dans un autre endroit. Donc le corps du petit Émile a été déplacé et donc ça valide l'hypothèse et même la certitude qu'il s'agit d'un meurtre et non plus d'un accident. Et le procureur donne aussi des éléments sur les vêtements retrouvés. Oui, et des éléments très importants, scientifiques aussi. Il y a une analyse qui a été faite sur le t-shirt qui est retrouvé à côté des ossements du petit Émile. Et les experts, ils disent quoi? Ils disent, ce t-shirt, il ne supporte pas, sur son textile, il ne supporte pas de restes humains. Conclusion des experts, ce t-shirt, il a été retiré au moment où le petit Émile est mort, stocké dans un endroit sec, et ensuite déposé volontairement à proximité du corps. Donc il ne s'est pas décomposé sur le corps. Donc ça, encore une fois, ça valide l'hypothèse d'une manipulation humaine de quelqu'un qui non seulement a déplacé le corps, mais a aussi manipulé les vêtements pour les déplacer, pour les remettre volontairement à proximité du squelette. Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Et autre point très important apporté par le procureur de la République, l'analyse du crâne donne des informations sur la mort de l'enfant. On avait peu d'espoir que le simple fait de retrouver un crâne assez abîmé puisse permettre d'avoir des conclusions, mais les expertises médico-légales très poussées qui ont été faites permettent de déterminer qu'il y a un traumatisme facial important, ce sont les mots du procureur, c'est-à-dire que c'est probablement l'une des causes principales du décès du petit Émile, c'est un traumatisme facial important. Alors après, on peut pas préciser quelle est l'origine de ce traumatisme facial, mais en tout cas, c'est un enfant qui a subi un coup,
plusieurs coups ou un choc très violent. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le crâne et le t-shirt de l'enfant ont été découverts 2 jours seulement après une étape importante dans l'enquête. Il y avait eu une mise en situation dans le hameau du Haut-Vernay avec la famille et aussi avec des témoins. Oui, c'est effectivement capital. Il avait été décidé par les juges d'instruction de refaire, alors ce qui n'est pas vraiment une reconstitution judiciaire, mais en tout cas une remise en situation des personnes qui étaient présentes dans le hameau le jour et au moment de la disparition du petit Émile. Ça concerne à peu près 17 personnes qui ont été convoquées, effectivement des membres de la famille du petit Émile, mais aussi d'autres habitants. Et on avait donc envoyé des convocations à ces 17 personnes pour dire voilà, il faut être là tel jour à telle heure parce qu'on va vous remettre dans la situation où vous étiez. Ça sert à vérifier les témoignages. C'est-à-dire quelqu'un qui a dit moi je me trouvais là et j'ai vu ça, la remise en situation, ça permet de se dire est-ce que c'est possible? Est-ce que cette personne peut avoir menti? Est-ce qu'elle n'a pas vu ce qu'elle prétend avoir vu? Voilà à quoi ça sert. Et donc, le 28 mars, on organise cette remise en situation qui est un moment important, puis qui a duré plusieurs heures sur place. Et 2 jours après, on découvre ces ossements à 2 km de là. Donc la concordance des dates, elle est forcément capitale. Et surtout, on sait aujourd'hui que ces ossements, dont on sait maintenant qu'ils ont été déplacés, ils l'ont été juste avant la remise en situation. Ce qui peut amener à penser que quelqu'un qui a senti peut-être le danger venir parce qu'il l'avait stocké, il recélait le cadavre du petit Émile, s'est dit « Oulala, il y a une remise en situation, il va y avoir des enquêteurs, des juges qui vont venir sur place, on va peut-être fouiller des endroits, il faut que je déplace le corps ». Ça, c'est vraiment le plus probable. Et donc les enquêteurs voulaient à cette époque-là placer en garde à vue notamment les 2 grands-parents maternels d'Émile Soleil. C'est cette découverte qui a décalé les gardes à vue, c'est ça? Tout à fait. La garde à vue du grand-père et de la grand-mère, elles étaient prévues d'assez longue date, elles avaient été programmées pour lever un certain nombre de doutes, pour poser un certain nombre de questions. Et effectivement, la découverte de ces ossements a bouleversé ce calendrier, du coup a retardé de plusieurs mois ces gardes à vue parce que les gendarmes se sont dit que l'urgence c'était surtout évidemment de traiter cette nouvelle scène de crime avec ses ossements, ses vêtements et qu'on pouvait essayer de faire parler ses os et ses vêtements et que c'était pas utile en l'état d'entendre à ce moment-là le grand-père et la grand-mère. Et ces gardes à vue finalement ont été reprogrammés pour le mardi 25 mars 2025 et le Parisien a eu l'information très tôt. On a eu l'information quelques heures avant ce placement en garde à vue. On s'est forcément dit qu'il s'était passé quelque chose dans l'enquête pour motiver ces gardes à vue. Damien, il faut aussi rappeler que le grand-père d'Émile, Philippe Vedovini, il fait figure de potentiel suspect depuis le début de l'enquête pour plusieurs raisons. La première raison, elle est liée aux statistiques. C'est souvent la dernière personne qui a vu quelqu'un vivant qui est responsable de sa disparition. Donc Philippe Vedovini, c'est le grand-père, il a la charge et la surveillance ce jour-là du petit Émile, de son petit-fils qui est en vacances, et c'est effectivement l'un des derniers à l'avoir vu quitter la maison. Ce qui ensuite a amené les gendarmes à s'intéresser plus à lui qu'à d'autres personnes, c'est peut-être un comportement, un contexte. On l'a dit, Philippe Vedovini, c'est un patriarche, c'est quelqu'un qui a 10 enfants, quelques petits-enfants aussi, et qui, de longue date, est quelqu'un qui semble être le leader de ce clan familial. C'est quelqu'un qui est aussi dans le village où il vit en vacances, au Vernet, a la réputation d'être quelqu'un d'assez dur, d'assez autoritaire, mais aussi d'assez renfermé. C'est-à-dire que cette famille, elle vit quasiment en vase clos au milieu de ce petit village. Donc, tout ça a fait que les gendarmes se sont plus intéressés à lui qu'à d'autres. Et ils ont découvert aussi, au cours de leur enquête, que Philippe Vedovini, dans le passé, dans les années 90, lorsqu'il était jeune et lorsqu'il était surveillant dans un établissement privé du nord de la France qui s'appelait l'Institut de Riaumont, dans le Pas-de-Calais, il s'est livré apparemment à un certain nombre de violences sur des élèves. En tout cas, il a été entendu dans une procédure judiciaire. Donc, le portrait d'un homme potentiellement violent, assez autoritaire, qui est l'un des derniers à avoir vu Émile vivant avant sa disparition, tout ça, ça motive que les gendarmes s'intéressent plus spécifiquement à lui. Ronan Folgoas, pour Le Parisien, vous êtes parti à La Bouilladisse, dans les Bouches-du-Rhône, donc à une trentaine de kilomètres de Marseille. C'est là où vivent les grands-parents maternels d'Émile. Vous êtes donc en ligne avec nous à distance. Est-ce que ce sont de nouveaux éléments d'enquête qui ont abouti à ces gardes à vue ? Alors nous sommes à l'extérieur du bourg de La Bouilladisse. Il faut comprendre que la maison des Vedovini est située à peu près 2 km du centre du village. On y accède par une route montante, typique d'un col de moyenne montagne. Et bien, au bout de quelques hectomètres, il faut prendre à droite sur un chemin, une piste goudronnée mais truffée de nids de poules qui descend vers la maison. Cette maison est entourée d'autres habitations. C'est un peu une sorte de lotissement.
Et lorsqu'on parcourt une cinquantaine de mètres sur ce chemin étroit goudronné, on accède enfin à la maison des Vedovini. C'est une maison provençale typique avec un crépi ocre, des volets verts, une vaste bâtisse qui doit abriter, on le devine en tout cas, peut-être une dizaine de chambres. C'est une maison qui est entourée d'un vaste jardin et on observe à l'entrée sur la droite un enclos réservé à 2 chevaux. Alors, que font les gendarmes quand ils arrivent à 6h du matin ? Ils signalent d'abord leur présence aux grands-parents d'Émile qui, à cette heure-là, on l'imagine, dorment encore. Et ils sont, Philippe Vedovini et Anne Vedovini, immédiatement placés en garde à vue, c'est-à-dire qu'on leur notifie leurs droits. Ils ne sont pas extraits immédiatement de leur maison, puisqu'il faut d'abord procéder à une perquisition en leur présence, une sorte de tour du propriétaire, comme ça, qui va se dérouler sur environ 2 heures, entre 6h du matin et 8h. Et l'un de leurs fils, présent également dans cette maison, âgé de 18 ans à peine, est lui aussi tiré de son lit et placé en garde à vue. Les gendarmes saisissent 2 véhicules du grand-père d'Émile, une voiture et une remorque à chevaux. Au total, 4 personnes sont donc placées en garde à vue, Philippe et Anne Vedovini, leur fils de 18 ans, ainsi que l'une de leurs filles qui a une petite vingtaine d'années. Ces 2 jeunes adultes avaient pour caractéristique d'être présents au Haut-Vernay au moment de la disparition du petit Émile. Ils constituent donc pour les enquêteurs, on le comprend, des témoins clés et peut-être aussi ont-ils participé au recel de son cadavre, au transport de son corps, peut-être à sa dissimulation. Mais ces 2 jeunes adultes n'ont pas été placés au même endroit que leurs parents en garde à vue. Ces derniers sont placés donc dans les locaux de la section de recherche à Marseille, alors que eux, ils sont envoyés dans une brigade de gendarmerie plus discrète à Roquevert, près d'Aubagne, à quelques kilomètres de la Bouilladis. Les grands-parents, l'oncle et la tante d'Émile sont tous les 4 donc en garde à vue pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans, c'est-à-dire mineur de moins de 15 ans, et recel de cadavres. Ronan Folgoas, pourquoi ce motif de garde à vue ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'une des explications possibles, c'est que les enquêteurs tout simplement soupçonnent les uns et les autres d'être impliqués dans un homicide volontaire. C'est-à-dire que l'une des personnes concernées aurait pu donner la mort volontairement au petit Émile et que les autres, auraient apporté leur concours pour dissimuler le corps, le cacher, le transporter éventuellement. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication est plus technique, plus juridique. Cette qualification gravissime, s'agissant de la mort d'un enfant de 2 ans et demi, pourrait être une forme de stratégie des enquêteurs. Pourquoi ? Parce que sous cette qualification d'homicide volontaire sur un mineur de moins de 15 ans, les suspects ne peuvent pas échapper à l'obligation de dénoncer le crime commis éventuellement par l'un de leurs proches. Un enfant, pour un crime commis sur un majeur, n'a pas l'obligation légale de dénoncer éventuellement son frère, sa sœur, son père ou sa mère. Là, dans le cas présent, puisqu'il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans, Émile a 2 ans et demi, on le rappelle, les uns et les autres ont l'obligation de dénoncer un éventuel crime commis par l'un des leurs. Ronan Folgoas, d'après vos informations, les enquêteurs qui ont placé la famille d'Émile sur écoute ont constaté qu'il y a des divisions au sein de ses proches. Expliquez-nous ça. Des divisions ou des dissensions, c'est-à-dire que l'unité de façade affichée par cette famille très unie autour de leur patriarche, Philippe Vedovini, 59 ans, cette harmonie a pu se fissurer. Et il y a notamment des divergences, des dissensions, et peut-être même beaucoup plus que cela, entre les parents Vedovini, Philippe et Anne d'un côté, et les parents d'Émile, Marie et Colomban de l'autre. Marie est l'aînée des époux Vedovini. Elle avait confié la garde de son fils Émile ce week-end-là du mois de juillet 2023 à ses propres parents. Il est aussi légitime d'imaginer que, au fil du temps, elle est finie par reprocher un manque de vigilance, à minima. Et l'autre explication possible, c'est que Colomban et Marie ont peut-être eu aussi au fil du temps des doutes de plus en plus affirmés à l'encontre de leurs propres parents ou beaux-parents. C'est en tout cas ce qui a pu affleurer dans certaines écoutes. On dit cela évidemment avec beaucoup de prudence. Damien Delceni, avec ses gardes à vue, à ce moment-là, les enquêteurs espèrent faire parler les grands-parents, qu'une parole se libère ?
Il y a deux choses, il y a deux objectifs quand on place le grand-père et la grand-mère en garde à vue. C'est d'abord sans doute de leur poser des questions qu'on n'a pas pu leur poser jusqu'ici, qui sont d'ailleurs liées aux expertises assez récentes qui sont rentrées dans le dossier. Et puis, évidemment, quand on met quelqu'un en garde à vue pour meurtre, puisque c'est le cas, c'est qu'on a des soupçons. Donc évidemment, il y a une façon aussi de mettre une forme de pression sur le couple. Une garde à vue, on a entendu séparément. C'est un moment, une espèce d'étau qui se referme. Donc oui, les gendarmes, une garde à vue, c'est toujours un moment important dans une enquête parce que c'est le moment où on va mettre un peu les cartes qu'on a sur la table et on va regarder comment ça répond en face, si ça se contredit, si ça craque aussi. Donc c'est tout l'intérêt de ces gardes à vue. Ronan Folgoas, pendant ce temps, à Marseille, devant les bureaux des gendarmes de la section de recherche où se déroulent les gardes à vue de Philippe et Anne Vedovini, que disent leurs avocats ? Bien, entre deux auditions, ces avocats sont contraints de lâcher bien quelques phrases pour les caméras de télévision, les micros qui se tendent à leur passage, mais ils ne peuvent rien dire sur le fond. Ils n'expliquent rien de la manière dont les enquêteurs font progresser leurs interrogatoires, simplement pour dire, c'est en tout cas la position tenue par Maître Colombani, l'avocate de Philippe Vedovini, dire que son client coopère avec les enquêteurs, qu'il répond aux questions naturellement, que lui aussi aimerait faire progresser la vérité. C'est en tout cas ce qu'elle peut dire. On va reprendre ce marathon judiciaire et on va voir un petit peu les questions qui vont être posées, les réponses qui vont être apportées. Il a coopéré hier, est-ce qu'il a répondu aux questions d'enquête ? Il n'y a aucun souci là-dessus, coopération totale. Vous êtes surprise par la prolongation de 24 heures supplémentaires ? Non, elle était tout à fait prévisible. Dans ce genre de dossier, vu la qualification, la prolongation est quasiment de droit. Damien Delsoni, le jeudi 27 mars, très tôt le matin, les gardes à vue sont levés, les 4 gardes à vue, et tout comme le jeune oncle et la tante d'Émile, ses 2 grands-parents, Philippe et Anne Vedovini, sont laissés libres. Oui, sont laissés libres à la fin de la garde à vue. Vous savez, en garde à vue, il y a 2 options possibles. Soit on est déféré devant le parquet ou devant le magistrat instructeur, soit on est remis en liberté. Là, c'est cette option qui a été choisie, ce qui signifie que les soupçons qui pesaient sur ces 4 gardés à vue ne sont pas assez lourds et surtout il n'y a pas d'indices graves et concordants pour aller plus loin dans la procédure et pour les impliquer plus dans la procédure. Les grands-parents rentrent chez eux à la Bouilladis, dans les Bouches-du-Rhône, très tôt le jeudi matin. Les parents d'Émile, Colomban et Marie les rejoignent ensuite. Contexte tendu évidemment, le père du garçonnet semble très en colère contre la présence de photographes et de caméras sur place. Et à 10h30, le procureur de la République d'Aix-en-Provence tient une conférence de presse. À ses côtés, il y a un gendarme, un haut gradé en charge des investigations. Et d'abord, il rappelle tout le travail qui a été fourni depuis la disparition du petit Émile au mois de juillet 2023. Les opérations de ces derniers jours s'inscrivent dans le dispositif que nous avons mis en place effectivement depuis la disparition d'Émile Soleil. Un travail colossal, 287 auditions menées depuis le début de l'enquête dans ce dossier, 27 véhicules analysés, ça veut dire 27 véhicules qu'on n'a pas seulement fouillés, qu'on a un peu passé au peigne fin, 50 perquisitions menées dans différents domiciles, 38 perquisitions numériques. Alors c'est quoi une perquisition numérique ? C'est des ordinateurs qu'on saisit, 285 hectares de terrain ratissés presque centimètre par centimètre, et enfin 60 expertises. Donc voilà, c'est une enquête très importante qui continue. La fin de ces gardes à vue ce matin, ça marque pas du tout la fin de l'enquête. Ce dont on est sûr grâce à ces expertises, c'est qu'aujourd'hui, la mort du petit Émile, elle n'est pas accidentelle. Ça, c'est une certitude qu'on a maintenant. Il y a 2 options. Alors, la justice a ouvert pour meurtre, c'est-à-dire un homicide volontaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a volontairement donné la mort au petit Émile, mais il n'est pas exclu aujourd'hui encore qu'on soit sur ce qu'on appelle des coups mortels, c'est-à-dire quelqu'un qui frappe Émile, qui n'a pas l'intention de le tuer, mais qui en le frappant le tue. Ces 2 options-là, elles sont toujours ouvertes. Celle qui, par contre, est quasiment refermée définitivement, c'est l'accident. Deuxième point important, Damien, au-delà des informations qu'on a déjà évoquées au début de ce podcast, c'est-à-dire le fait que les ossements d'Émile semblent avoir été déplacés et déposés peu de temps avant leur découverte, en mars 2024, et le traumatisme facial important constaté sur le crâne du garçonnet, le procureur de la République refuse d'écarter formellement la piste intrafamiliale. Nous avons approfondi la piste intrafamiliale. Alors aujourd'hui, il y a une phase qui se termine concernant cette piste. Ça ne veut pas dire qu'elle se termine définitivement. Il peut survenir au cours des investigations futures des éléments complémentaires, nouveaux, qui sont susceptibles de la prolonger.
Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est 2 jours de garde à vue qui ne donneraient rien si on veut parler en langage populaire et donc on remet les gens dehors. Ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents. Ça veut dire que les soupçons, ils existent toujours aujourd'hui, mais qu'il n'y a encore une fois pas d'indice grave et concordant pour aller plus loin. Et quand il parle de la piste intrafamiliale, il en parle au sens large, c'est-à-dire que là, on avait 4 personnes de la même famille qui ont été entendues, qui ont donc été soupçonnées, mais ça peut peut-être concerner d'autres membres du cercle familial. Donc bien sûr que c'est une piste qui va continuer à être creusée, en même temps que d'autres pistes qui sont d'ailleurs creusées en parallèle depuis le début. En tout cas, ce qu'on comprend en écoutant le procureur et ce gendarme, c'est que les 4 gardes à vue ont été décidés alors qu'il n'y avait pas d'éléments vraiment confondants pour l'une des personnes. Il n'y avait aucune preuve formelle, décisive, implacable qui existait dans le dossier. Mais comme ça fait déjà quand même plusieurs mois que les gendarmes et les juges d'instruction envisagent ce placement en garde à vue, pour d'ailleurs aussi poser des questions qui ne peuvent être posées qu'en garde à vue, ils ont sans doute estimé que les expertises qu'ils avaient, un certain nombre d'éléments techniques qu'ils avaient, suffisaient peut-être pour obtenir quelque chose, faire plier l'un des membres de cette famille. Ça n'a pas été le cas. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas craqué parce qu'ils sont innocents, ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont coupables et qu'ils sont solides. Merci Damien Delceni, Ronan Folgoas. Damien Delceni, on vous retrouve chaque samedi matin dans le podcast Crime Story aux côtés de Claudia Prolongeau. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisé par Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, disponible gratuitement sur toutes les plateformes dont Spotify et YouTube.